Je remanie un peu ma table ronde parce qu'on a moins de temps, mais c'est bien, ça va nous faire jouer un peu. Je voulais vous proposer une petite interview à la mode de Combini, un peu rapide, un peu en 4 mots max. Vous allez chacun répondre à une même question, et j'en ai 4 des questions. Voilà. Donc, normalement, on a 16 réponses en 16 minutes, je pense. Et après, on passera aux questions de la salle. Une question qui m'a été inspirée par Constance quand elle a parlé de Suchaillou et de renoncer à s'accaparer, à voler le paysage. Une question donc pour vous 4. Qu'avez-vous renoncé à accaparer ? On voit qu'il y en a qui posent des questions et d'autres qui répondent, quoi. Ouais. Pour faire réfléchir les autres, Constance, tu peux nous raconter peut-être la façon dont tu as renoncé ou ce que ça a créé comme réaction de renoncer à l'accaparement du paysage à Suchaillou. Oui, c'est pour que vous réfléchissiez. Pardon, j'y vais et peut-être que c'est pas le bon mot, mais c'est vrai que quand on est élevé, parfois, comme ça a pu nous arriver, dans une idée de peut-être pas de performance, mais en tous les cas de réussite, je trouve que de savoir renoncer à une idée de perfection ou de réalisation maximaliste, tout en restant exigeant, c'est un renoncement qui n'est pas si simple. Et surtout, nous, les femmes, avec des injonctions permanentes, contradictoires, Diana en a parlé un petit peu, et c'est vrai qu'on a eu un petit déjeuner un peu féministe tout à l'heure. Cette idée de renoncement à la force apparente, à une forme de perfection dans un certain nombre de domaines de performance. Oui, ça c'est un renoncement qui se pratique de façon journalière. Merci. Yona, ça t'inspire ? Je sais pas si c'est allumé. C'est allumé là ? Oui. Alors moi, je pense à un renoncement qui est plutôt personnel, dans le sens où j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille, et pour autant, et je rejoins un peu sur cette question aussi des injonctions faites aux femmes, ça me permet aussi de me focaliser sur la création, et je trouve ça chouette aussi, encore une fois, de montrer que il n'y a pas d'obligation et que tous les chemins sont possibles. Voilà. Il faut qu'on renonce à se justifier aussi, nous les femmes, pardon, excusez-moi. Marialette ? Qu'avez-vous renoncé à accaparer ? Mais Cyril va répondre avant toi d'ailleurs. Lui, il sait. Moi, je crois que j'ai pas renoncé à accaparer encore, et que c'est moche. En revanche, je crois que j'ai renoncé à sauver le monde, en revanche. Voilà. Dans mon parcours, moi, j'ai renoncé à faire une carrière et à être photographe comme je suis photographe, voilà. Donc, mais c'est chouette, hein, franchement. Ça va bien. J'ai fait carrière dans le bénévolat. Est-ce que je brode un peu là parce que ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu peux nous raconter l'engagement des alliés à t'aider ? Il y a du renoncement là. Non, c'est pas du renoncement, c'est ouvrir les yeux à d'autres. Être allié d'ATD Quart Monde, on peut être allié d'ATD Quart Monde, c'est des gens qui n'ont pas connu la grande pauvreté et qui regardent la vie à partir des plus pauvres. Pardon, je voulais parler des volontaires en fait. Ah, tu voulais parler des volontaires. Mais les alliés, c'est hyper important. Les gens qui sont là, c'est tous des alliés potentiels. Les alliés, c'est des gens... Moi, j'étais photographe dans un centre scientifique, dans un centre de recherche. Et quand Joseph Rezinski m'a dit « Tiens, t'es allié, toi, tu pourrais devenir allié d'ATD Quart Monde ». Je dis « Ouais, mais enfin, la grande pauvreté, il n'y en a pas trop dans mon centre ». Et en fait, si. Il y a toujours des gens qui sont mis de côté, qui sont oubliés, qui sont rejetés. Et c'est ouvrir ses yeux et sa manière d'être avec les autres pour essayer de mettre personne de côté.
Impeccable. Non, mais c'est bien. On est dans un format court, là. Hein. J'ai encore 3 questions. Pouvez-vous me... Oui, en fait, ma question, c'était quel rôle avez-vous refusé de jouer dans la vie ou dans un projet? Ou pouvez-vous nous raconter, en quelques mots, l'histoire d'un grand nom que vous avez posé? J'avais tout de suite. Moi, j'ai refusé de faire de la politique et j'ai refusé d'être décoré de l'ordre du mérite. C'était au moment où il y avait où on a commencé à se faire gazer, nasser, frapper dans les manifestations au moment des Gilets jaunes et c'était en réaction aux violences policières. Marie-Alette est inspirée. Vas-y, Marie-Alette. Non, je sais pas pourquoi je souris, parce que c'est pas drôle. Mais moi, je refuse la haine. Je refuse la haine de l'autre. Et donc, j'ai toujours refusé, et je continuerai de refuser de parler avec des gens qui sont dans les extrêmes et qui rejettent l'autre. Peut-être une anecdote. Vous en avez dit des noms qui vous ont marqué, je pense. Oui, on passe notre vie à dire non, mais refuser, c'est choisir, enfin renoncer aussi. Donc moi, je vais le dire de façon positive. Peut-être que j'apprends à oublier certaines choses pour pouvoir avancer, en fait. Donc oui, j'ai refusé plein de choses. Je passe ma vie à refuser. J'ai refusé de faire le métier pour lequel j'avais commencé à faire des études. Je l'ai fait, j'ai changé, j'ai beaucoup cherché mon métier. Et puis quand je l'ai trouvé, j'ai refusé un certain nombre de projets qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Et puis j'en ai accepté d'autres où je me suis trompée. Et puis je continue de chercher ce à quoi je dois renoncer et ce que je dois choisir. J'ai l'impression qu'on n'est pas... moi, je me sens pas monolithique et je me sens... j'essaie de faire ça de mieux en mieux, mais... Il n'y a rien de définitif, quoi. Je me sens plutôt un peu tout le temps en mouvement, en vérité. Oui, je te rejoins un peu. Oui, refuser. Moi, je dirais que maintenant, avec le temps, des projets que j'ai faits, que je regrette d'avoir fait aujourd'hui, je pense que je suis plus consciente de l'envie et du besoin de refuser des projets qu'on peut me proposer et qui ne vont pas être forcément alignés avec ce en quoi je crois aujourd'hui. Voilà. Merci. On arrive bientôt à mes dernières questions là. Qu'est-ce que je vous épargne trop de temps là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner une recommandation culturelle pour sauver le monde? Est-ce que quelqu'un a fait la DA de ces questions? Arrête. Est-ce qu'il y a un responsable autre que Guillaume dans la salle? J'ai dû. Réponds à la question au lieu d'esquiver la question. Vas-y, tu peux la reposer, pardon. Qu'est-ce que tu recommandes comme livre, poème, tableau, musée? Ah, pardon. Voilà, elle ne comprend pas les questions. C'est quand même simple. C'est vrai. Une recommandation culturelle pour sauver le monde. Qu'est-ce qu'on va voir en sortant là? Sauver le monde. Qu'est-ce qu'on va lire? Qu'est-ce qu'on va écouter? Prenons le temps. Moi, j'aime beaucoup la poésie. Et récemment, j'ai lu J'ai le soleil à vivre d'Hélène Cadou, qui est un recueil de poèmes qui ont été faits au moment où elle réalisait qu'elle avait Alzheimer. Et donc, elle célèbre en fait tout ce qu'elle ne verra plus, qu'elle ne sentira plus, etc. Et effectivement, c'est un recueil qui m'a beaucoup plu. Alors, ce sont les éditions Bruno Doucet, voilà, petit moment de pub pour eux. Bon. Une idée? Alors, moi, ce ne sera pas forcément une recommandation culturelle, mais c'est plutôt l'idée que c'est bien d'aller... se balader en forêt, aller naviguer. Pour moi, je suis plus mer que terre, mais voilà, juste profiter des moments et de la nature parce que on la voit un peu trop peu. Moi, je vous recommande un livre qui est pas tout récent, loin de là, Le secret de l'espérance de Geneviève de Gaulle-Antonios. Voilà. Moi, je vous conseille de lire le tout petit livre dont est extrait le texte que je vous ai lu tout à l'heure, qui s'appelle Le plâtrier siffleur de Christian Bobin. C'est vraiment minus. Vous allez lire ça en 15 minutes. Et pourtant, c'est vraiment une des plus belles choses qui soit. C'est-à-dire que si
si vous cherchez quelque chose qui peut vous remettre debout les jours où vous ne croyez plus en rien, je pense que ça peut être ça. Voilà. Ok, et je réponds à ma propre question parce qu'il me donne une idée, Cyril. Il ne l'aura pas dit. Le trailer de 3 minutes, la bande-annonce de 3 minutes de Démocratie Maintenant sur la page Ulule, qui est encore disponible, ça donne pas mal la pêche. Voilà. Mais allez, ma dernière question. Mais c'est Cyril qui va répondre parce qu'il a parlé des enfants hier soir, tout de suite. Il faut finir cette phrase. Quand on regarde les enfants, on ne peut pas s'empêcher de dire ou de se dire... Pourquoi est-ce que les adultes n'arrivent pas à faire ce que les enfants font très bien? Comme par exemple prendre des décisions, résoudre des conflits, apprendre à se parler, tout ça, tout ça. Ce qu'on verra dans Démocratie demain. Maintenant, pardon. Maintenant. Écoutons-les. Amusons-nous avec eux. Dans la même idée, une logique d'émerveillement permanent. Capacité à l'émerveillement qu'il faut cultiver absolument. Bon, je les ai torturés, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Dans une forme moins imposée, mais quand même, je te lance, Constance, est-ce que tu peux... Parce que je voudrais remettre le sujet du féminisme sur le dessus de la pile. Ça a été un fil, en fait, dans plusieurs interventions, en fait toutes. Est-ce que tu peux nous raconter, Constance, l'anecdote du petit Stark? Alors, tu me l'as rappelé tout à l'heure, je l'avais oublié parce que j'oublie les moments difficiles parfois. Enfin, difficile, c'était pas un moment difficile. Il m'est arrivé plein de fois au cours de ma carrière d'être effectivement déconsidérée. En vérité, nous, les femmes, on a l'habitude de cette très légère déconsidération permanente, qu'on traite avec mépris, oubli, enfin ce qu'on veut. Effectivement, récemment, je me suis retrouvée dans un dîner de charité pour l'Institut Marie Curie. J'étais à la table de la chef, qui est donc une femme, et donc dans un mouvement un peu féministe. Et mon voisin me dit, vous faites quoi dans la vie? Je dis, je suis designer, etc. Il me dit, vous êtes un petit Stark. Et là, je rigole, parce que je me dis, tout le monde... Une partie de moi se dit ça, et une autre se dit, tout le monde a le droit à une seconde chance. Donc je ris, il me dit, pourquoi vous riez? Je dis, écoutez, si vous voulez, je vous laisse réfléchir à ce que vous venez de me dire, et on peut faire rewind et recommencer la conversation 1 minute plus tôt. Et il me regarde, et il n'a pas vu de quoi je parlais. Donc c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai passé un dîner un peu compliqué, mais j'ai passé l'âge un petit peu, j'ai été beaucoup plus virulente parfois en dîner, et j'ai pu comme ça faire le paratonnerre alors que je pense pas être quelqu'un non plus de très dur sur la question, et j'ai appris à renoncer à faire le paratonnerre, appris à renoncer à effectivement m'engager dans la conversation sur des sujets où je sentais que l'incompréhension était évidente, alors qu'à contrario, et je vais raconter une autre anecdote, projet technique, je rencontre une entreprise qui ne me connaissait pas, je viens avec un de mes collaborateurs, donc comme d'habitude on parle technique à mon collaborateur, mais bon, souvent mon collaborateur dit c'est Constance qui fait la technique, et on dessine, c'était un truc un peu compliqué. Et je dessine, et ils avaient fait revenir un monsieur un petit peu plus âgé, qui était plutôt technicien, et je dessine, et il fait « Ah, c'est mignon ». Et donc là, bon... Mais c'est vraiment mon quotidien, ça m'arrive très souvent. Et donc là, je pose mon crayon, et je dis « Écoutez, je ne peux pas entendre ça, je fais des projets compliqués, avec des gens très compétents. Si vous commencez comme ça, comment pensez-vous que les femmes peuvent être designers? Comment pensez-vous qu'on puisse... travailler dans ces conditions. Donc là, évidemment, tout le monde frozen autour de la table se dit Constance Guisset va s'énerver, etc. Et je dis bon, mais écoutez, je pense que maintenant on peut se remettre au travail. J'ai juste replacé l'église au milieu du village. Et finalement, tout s'est remis dans l'axe. Tout le monde a compris que il fallait pas en fait dire des choses comme ça, et que on pouvait se parler autrement. Mais donc c'est deux choix différents. Le petit Stark, je l'ai laissé dans sa Starkise, voilà. Et le monsieur plus âgé qui n'avait pas percuté, qui s'était pas rendu compte, qui machin, et dont on avait besoin avec lequel on avait besoin de collaborer,
Ben, j'ai juste, remis le curseur, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a juste envie de crier un peu et de dire, les gars, franchement, regardez-vous, quoi. Enfin, il y a des moments... est-ce qu'on peut enlever cette petite couche de déconsidération qui nous touche et finalement... c'est tout ce débat, alors c'est bon, ça y est, tu m'as lancé, t'as gagné. C'est tout ce débat sur qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin. En fait, ça, peut-être qu'on s'en fout un peu. Ce qui ne va pas, c'est les valeurs qui sont associées à chaque chose. Pourquoi le féminin est déconsidéré ? Pourquoi le sensible est déconsidéré ? J'ai l'impression d'avoir passé ma vie aussi parce que j'ai fait des études différentes. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait Sciences Po. Voilà, j'ai appris à parler, j'ai appris à réfléchir avec tous ces livres à 80% masculins, etc. Je sais faire ça. Je sais faire une conférence, je sais tabasser avec des mots, je sais faire. Mais tout ça, c'est comme une espèce de chasse-neige pour apporter le sensible. J'apporte la neige, en fait. Je la mets bien. J'essaie de la rendre sensible pour qu'elle soit délicate, etc. Mais bon sang de bonsoir, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par toute cette organisation, cette dureté, cette complexité ? On est fatigué parfois de devoir faire ça. Moi, j'aspire qu'à une chose. J'aspire à ce que derrière la neige se pose toute seule. Et qu'on n'ait pas besoin de faire le chasse-neige. Nous, quelques femmes parmi les autres. Parce que on n'a plus envie de tabasser, en fait, pour que le sensible arrive. Et hélas, encore aujourd'hui, il faut marteler, il faut dire, il faut être forte, il faut être... toutes ces injonctions, voilà, juste pour pouvoir dire la fleur des champs doit pouvoir pousser tranquillement là. Mais qu'est-ce qu'on a labouré, quoi ? Qu'est-ce qu'on laboure ? Et donc, voilà, laissons les semis se faire. Et je vais arrêter de prendre la parole, parce que sinon, voilà, ce sujet, vous l'avez compris, voilà, Guillaume, il sait bien, il chauffe sa salle, hein. Mais oui, voilà, le petit Stark, on le laisse, quoi. Il est à 5 ans de la retraite, c'est fini. Enfin, des os, hein. Des os, mais pas des os. Non, mais et au-delà de ça, moi, je trouve que tu es hyper gentil avec les mecs. Parce que pour moi, le problème, il est infiniment plus vaste que de vous déconsidérer ou... de vous parler comme si c'était mignon. Enfin, on parlait de système de domination tout à l'heure. C'est quand même... Enfin, je veux dire, il n'y a même pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour se rendre compte qu'en fait, en haut de la quasi-totalité des systèmes de domination, il y a des mecs. Qui est-ce qui est en train de bombarder l'Iran, Gaza, l'Ukraine qui est-ce qui est en train de faire ça, en fait ? Vous avez vu beaucoup de femmes qui sont en train de faire ça ? Mais tu peux dire ça, mais moi, un jour, j'ai dit ça à un dîner, je me suis fait fracasser, si tu veux. Je veux dire, t'es une femme, c'est très difficile de tenir ça. C'est très difficile. Il n'y a que les hommes et qui peuvent se dire ce genre de choses. Nous, si on dit ça, on passe pour des folles hystériques. Je sais. Mais d'ailleurs, il faudrait arrêter de dire... il faudrait arrêter de dire hystérique, d'ailleurs, hein, parce qu'on connaît l'étymologie de ce mot. Mais en l'occurrence, je veux dire... moi, je le dis pas pour casser l'ambiance, etc., mais moi, j'étais victime d'inceste et dans ce champ-là, c'est pareil. 96% des agresseurs, que ce soit des viols, agressions sexuelles, ce sont des hommes. Je veux dire, que ça soit quelque chose qui est de l'ordre de la socialisation ou qui est un gène de la bêtise et de la volonté absolue de dominer. Je ne suis pas suffisamment compétent pour déterminer quelle est la proportion entre les deux. Ce que je sais, c'est que si on observe factuellement le monde, ceux qui construisent les systèmes de domination, ceux qui organisent la violence, ceux qui font en sorte qu'aujourd'hui le monde ne change pas et qu'on ne prenne pas soin des êtres humains, des êtres vivants de façon générale et de l'organisation du monde, appelons ça les forêts, les océans, la nature, tout ce qu'on veut, ce sont des hommes. C'est une organisation patriarcale. Et tant qu'on n'aura pas accepté de regarder aussi ce problème-là, je pense qu'on ne s'en sortira pas. J'ai une info à passer à la salle et après on ouvre les questions, sauf si l'un ou l'une d'entre vous... C'est horrible, mais dis dans le micro tes blagues, parce que sinon... elle est horrible. Sauf si vous voulez réagir de façon un peu plus sérieuse que Constance. Non, mais je vais dire un truc. Voilà, je vais dire un truc positif. Je sais pas, moi j'ai envie de dire les choses positives aussi, mais j'aime bien la phrase de Marguerite Duras qui dit il faut beaucoup aimer les hommes. Il faut vraiment beaucoup les aimer. Si on ne peut pas les supporter.
Ok, d'autres réactions, c'est bon? Si vous voulez. Hein. Moi, j'ai arrêté. T'as arrêté. Ok, c'est parti loin là. Et Ok. non mais juste, s'il y a des hommes dans la salle qui sont là, oui, enfin, pas tous les mecs, enfin, on n'est pas tous comme ça. Genre, arrêtez les gars. Sérieusement, que c'est comme genre, oui, bon, bah d'accord, il y avait la colonisation, mais enfin, moi, j'étais pas responsable de ça. En fait, c'est des problématiques systémiques. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des mecs formidables. Il y a plein de mecs formidables. C'est juste un problème d'organisation systémique de la société, où les hommes, de façon structurelle, dominent cette putain de société. Et donc ça sert à rien de dire « mais moi je suis pas comme ça ». On s'en fout, en fait. Le problème, c'est le problème de structuration de la société. Putain, en fait, il faut faire toujours un combo avec Cyril quand on va en conférence, comme ça, une espèce de caution masculine qui nous permet de faire passer des messages qu'on essaie de faire passer avec douceur, parce que la douceur, je vous rappelle, est l'une des qualités que nous attendons de nous, les femmes. Magnifique. Allez, dans cette bonne ambiance, est-ce qu'il y a une personne qui veut se lancer dans la première question de la salle? Et on a des micros qui passent, hein? On a bien les micros, collègues? C'est bon, hein? Bonjour à tous et à toutes. Déjà, bravo pour cette conférence qui n'est pas mignonne, mais efficace. Question, on fait tous partie de l'écosystème Atelier Emmaüs, donc on est plutôt tous embarqués là. Quels sont vos conseils ou techniques pour embarquer les autres ? On a une petite ligne à l'atelier Emmaüs quand même, on évite de tomber du côté où on donne des leçons et on préfère donner envie que donner des leçons. Voilà. Donc en fait, Grégory, tu dis, vous êtes tous dans l'écosystème. La majorité des gens ici, je ne les connais pas. Et il y avait une liste d'attente et en fait, les gens ils comprennent notre dynamique parce qu'on raconte sur cet événement, ils vont voir les vidéos, on va toucher du monde et on va donner envie plutôt que donner des leçons. Ça, c'est la première astuce, mais peut-être qu'on peut réagir là-dessus en groupe là. Non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Attention, citation internet.com, c'est la phrase de Gandhi qui dit montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. C'est-à-dire que ce qui embarque les gens, c'est effectivement d'être inspiré par des trucs. Quand on a fait Demain, par exemple, c'est hallucinant le nombre d'actions qui ont été mises en œuvre derrière, de gens qui ont changé de vie, de gens qui ont créé des entreprises, des étudiants qui ont choisi leurs études, des élus locaux qui ont transformé des politiques, parce que simplement, je sais pas, il y avait une trajectoire de sens à laquelle ils pouvaient s'identifier. Ils voyaient des gens qui leur ressemblaient, qui avaient l'air heureux, qui faisaient des trucs qui leur semblaient être désirables, et donc ils avaient envie de le faire à leur suite. Et c'est un peu pareil sur les sujets en général, sur le féminisme ou sur l'écologie. Ce qu'on vous a dit là, ça sert sans doute à rien. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de voir les gens le vivre. Moi, j'ai fait cette expérience-là avec mon fils quand il était petit. Quand il avait 6 ans, on avait des... Je raconte très souvent cette histoire, désolé si vous l'avez déjà entendu. On avait des souris dans la maison. Et j'ai essayé de me débarrasser des souris. Et donc j'avais tout calfeutré, j'avais tout nettoyé, j'avais regardé s'il y avait des trous, j'avais mis des trucs à ultrasons. Je leur avais parlé en disant maintenant cassez-vous, ça va mal se terminer cette affaire. Et rien n'y faisait, les souris étaient toujours là. Et donc un jour, de guerre lasse, je mets une tapette. Bon, et une tapette en plus avec un truc chimique qui les attirait bien. Enfin, ça a vraiment bien marché, quoi. Et donc je descends avec mon fils le matin. Il avait 6 ans, donc tac, 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 on descend dans la cuisine. On voit la souris dans la tapette. Et donc Pablo regarde la souris, il me regarde et puis il me fait « Alors les colos, on tue des animaux ?» Et je me suis dit « Bah voilà, tu pourras lui dire ce que tu veux. » Il y a un moment... Bon. Oui, moi je pense que effectivement, on n'est pas forcément tous dans le même écosystème, mais l'idée de ce matin, là, c'est quand même de donner envie de connaître mieux ce que nous faisons et ce que nous proposons. Donc, on espère que ça a donné envie, quoi. Voilà. En fait, il faut avoir juste
du courage un petit peu. Enfin, je parle pas pour nous au sens où, mais il faut que nos partenaires aient du courage pour aller jusqu'au bout de certaines logiques. On sait que tout n'est pas possible. On sait que les logiques sont toutes assez différentes, mais à un moment, il faut garder une espèce d'étincelle et se dire, ok, bon bah ça, j'y vais quand même, quoi. Et les équations, moi je parle souvent d'équations parce que quand on est confronté à un bâtiment, en fait il y a plein de paramètres différents et on sait que si on veut que ça se passe, je ne sais pas si vous avez vu L'inconnu de la Grande Arche, enfin voilà la complexité entre le désir et puis le pragmatisme, etc. Toutes ces choses complexes à mettre en œuvre. En fait, ce sont souvent des équations complexes et il faut arriver à petit à petit à rajouter des paramètres d'engagement, de courage, etc. Et puis on ne peut pas tout gagner tout de suite. Enfin moi je ne pense pas, mais en revanche il faut pas renoncer, quoi. Voilà. Et pour refaire un parallèle avec ce qu'on fait à l'atelier Emmaüs, j'ai dit tout à l'heure, donner envie plutôt que donner des leçons, c'est important. Il y a une tension en fait. Parfois on a envie de donner des leçons, et donc il faut se retenir. Enfin surtout, moi j'aime bien donner des leçons, mais il ne faut pas le faire, parce que ça n'embarque personne. Voilà, si un peu quand même, parfois. Et par contre, pour être en capacité de donner envie, il faut faire des belles choses. Mais il y a une autre chose qu'il faut faire pour donner envie, c'est travailler sur ses propres paradoxes, travailler sur ses failles, sur ses talons d'Achille, et tendre vers une certaine exemplarité qui ne donne pas de leçon, qui n'est pas jugeante. Et je vais prendre un exemple très concret. Je crois que c'est Marie-Alette qui a parlé de gouvernance. Cyril en a parlé un peu aussi. À l'atelier Emmaüs, on est une coopérative d'intérêt collectif. Ça, c'est un élément qu'on a voulu ajouter à notre structure pour mettre en cohérence. Mais quel travail, en fait. Quel travail énorme ça a été de monter ça, de le faire vivre, de le faire bien. C'est encore difficile. Donc en fait, c'est énormément de travail aussi pour alimenter cette envie qu'on peut diffuser aux autres. J'ai parlé un instant tout à l'heure de territoire zéro chômeur, de longue durée. Les entreprises à but d'emploi, franchement, la direction de ces entreprises à but d'emploi, c'est des gens incroyables, parce que c'est une autre gouvernance, effectivement. C'est une gouvernance où on prend son temps, où on apprend la patience, où on apprend à créer ensemble, à oser créer ensemble. Mais il faut tenir. Voilà. Moi, si je veux juste raconter une anecdote pour embarquer sur un projet, encore sur Notre-Dame. C'est vrai que moi, dans l'appel d'offres, en fait, il fallait s'associer à une entreprise. Et un jour, j'ai appelé Bosc, alors qu'on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et j'ai... Allô, bonjour, est-ce que vous voudriez faire les chaises de Notre-Dame avec moi? Et ils se sont dit, mais elle est folle, celle-ci, elle sort d'où, etc. Et en fait, il a fallu du temps pour d'abord qu'ils m'apprivoisent, que je les apprivoise et qu'on comprenne qu'on ait envie de travailler ensemble pour se lancer ensemble sur le projet. Et finalement, la confiance, elle se tisse avec le temps. Et maintenant, on continue à travailler ensemble. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que voilà, c'est embarquer, mais sans se presser, quoi. Et citation internet.com 2, le retour. Je crois que c'est Nietzsche qui disait aux chrétiens, il faudrait que vous ayez l'air un peu plus sauvé pour qu'on croie à votre sauveur. Ça marche avec les écologistes aussi. Une deuxième question de la salle ? Bonjour. Oui, je reviens juste sur c'est vrai qu'il y a le patriarcat, c'est un problème systémique et on est d'accord là-dessus. Mais un autre problème aussi systémique, c'est le mépris de tous les métiers créatifs, tous les métiers manuels en France. Et ce que vous avez dit par rapport à C'est mignon, moi en tant qu'architecte, je l'ai aussi subi de la part de femmes ingénieurs. En disant, voilà, il y a les métiers techniques qui sont sérieux. Et puis, vous, les architectes, c'est bien, vous faites des jolis dessins pour les PowerPoints, vous savez mettre des couleurs. Mais en fait, donc, c'est pas que ce rapport-là à la création, c'est pas que homme-femme. Et c'est vrai que les métiers manuels, les métiers créatifs, les artistes sont très, très déconsidérés, sauf quand on est star. Évidemment, Philippe Stark, les grands Jean Nouvel, etc., eux, ils sont respectés. Ils ont le droit d'être créatifs. Mais nous, quand on est indépendant, quand on subit aussi le mépris
qu'on soit homme ou femme. Voilà, merci. Alors, il va de soi qu'on est toujours le méprisé de quelqu'un. Et c'est vrai, la création est déconsidérée dans notre monde. Est-ce qu'elle l'est plus en France qu'ailleurs? Je ne sais pas. Moi, j'ai le souvenir, même juste en passant mon bac, j'avais fait l'option de dessin, et moi j'étais plutôt scientifique en vérité. Et j'avais fait l'option de dessin, et le prof de dessin nous rend les notes à la fin. C'est lui en fait qu'on va voir avec mes parents pour récupérer ma feuille à l'époque. On faisait ça, oui, je sais, pour les jeunes ça semble un peu étrange. On allait chercher une feuille. Et il saute sur ma mère et il dit, vous savez, elle devrait faire un métier créatif et tout. Puis là, il regarde mes notes, il fait, ah oui, non, j'ai compris. Et c'est vrai que à la suite de ça, moi, j'ai fait des études que je renie pas du tout, que j'ai adoré faire. J'ai fait une prépa, j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait plein de trucs, etc., qui étaient des choses qu'on attendait d'une personne qui n'était pas mauvaise en classe. Et très souvent, je repense à ce prof de dessin qui surveillait l'épreuve, et je me suis dit, ce jour-là, effectivement, peut-être que j'aurais dû l'écouter, ou peut-être que ce chemin m'a permis aussi de me faire des armes et de pouvoir justement faire passer ça. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait tout de suite des études créatives? Je ne sais pas, en fait, parce que parfois on attend de nous qu'on ait les épaules SIC pour faire les projets, et c'est vrai que malgré tout, en France, on a cette espèce de caution des bonnes études, des trucs sérieux et qui sont loin des métiers créatifs. Et c'est insupportable de penser qu'on n'envoie pas un bon élève dans une école d'art. Ça, c'est insupportable de le penser, mais c'est la vérité. Ça change un peu, mais c'est comme... Et encore, vous êtes architecte, vous n'êtes pas plombier. Enfin, je veux dire... en termes de reconnaissance sociale. Mais quand on a été filmé dans les écoles en Finlande pour demain, ce qui était passionnant, c'était justement de voir qu'ils avaient une formation à tout un tas de choses manuelles, donc à travailler le bois, à travailler le métal, à faire la cuisine, à jouer des instruments, mais aussi à laver leur linge, à se débrouiller, surtout pour les garçons. Et ils ont, à la sortie donc, de ce cycle scolaire qui se termine à 16 ans, 52% qui vont en filière générale, académique, et 48% qui vont en filière manuelle. Ce qui n'est pas du tout déconsidéré là-bas, et qui ont une trajectoire dans des filières manuelles qui les amène à des équivalences de diplômes qui sont totalement aussi reconnues en Finlande. Donc on voit bien qu'en fait le truc il se joue aussi dès le système où aujourd'hui c'est un peu tu travailles mal à l'école, on va t'envoyer dans un truc manuel parce que voilà, c'est comme ça. Autre chose qui est en train de changer un peu la donne, c'est l'intelligence artificielle. Je regardais encore ce matin un graphique des métiers qui étaient le plus menacés par l'intelligence artificielle. Clairement, architecte, vous êtes dedans. En revanche, couvreur ou plombier ou électricien, pas du tout. Et on va se rendre compte à un moment qu'en fait, les métiers manuels, on en a quand même besoin. Si je peux me permettre de rajouter une petite note ultra optimiste sur ce sujet, c'est qu'en plus, ceux qu'on oriente vers des CAP, BEP, la plupart du temps, c'est non choisi. C'est-à-dire qu'on vous oriente vers un BEP de mécanique alors que vous voulez faire de la charpente. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Enfin, aucun de nous n'accepterait ça pour son enfant, mais franchement, c'est monnaie courante. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens à l'âge adulte qui vont passer des CAP parce qu'ils veulent renouer avec leurs amours de jeunesse. Et c'est vrai que moi, pour être passé dans ce genre de cas, c'est génial en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi d'autres façons d'être créatif, d'autres façons de vivre sa vie aussi. Et c'est aussi une ouverture, je trouve. Vive le CAP pour l'âge adulte. Je suis d'accord. Avec quoi on enchaîne ? Bonjour, merci à vous quatre. C'était très inspirant. Et en lien avec cette inspiration, il y a cette notion de vibrer le beau, en fait, que j'ai perçue au travers de vous quatre. Et je me suis posé la question de comment on peut le vibrer, parce que j'ai entendu deux mots-clés qui m'ont interpellée, ou que j'ai la souveraineté, c'est-à-dire que c'est en trouvant sa souveraineté et qui on est et comment on le manifeste. Et en même temps, vous avez parlé de gouvernance. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est comment on passe ce lien entre ma souveraineté et une gouvernance collective. Voilà. Merci.
Question pour Cyril, ça. Ben, il y a plein de façons de le faire. Hein. Là, par exemple, ce qui nous passionne beaucoup, et je vais faire court parce que je pourrais en parler longtemps, mais là, comme je vous racontais tout à l'heure, on filme dans cette école démocratique du Tarn, et c'est très intéressant parce qu'il nous disait, nous les adultes, on arrive avec un cadre, c'est-à-dire qu'on ne propose pas aux enfants de faire tout ce qu'ils veulent du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver, par exemple, votre souveraineté à vous en disant, genre, allez, maintenant, il n'y a plus aucune règle et tu fais exactement tout comme tu veux. Il leur propose d'abord un cadre où il y a les connaissances qu'ils doivent pouvoir acquérir dans une école. Bon, le fait que eux, par exemple, les adultes sont garants de la sécurité, mais à l'intérieur de ce cadre, ils leur font prendre de plus en plus de responsabilités. Et donc, ils ont une assemblée 2 fois par semaine qu'ils appellent l'Ecclésia, donc ça veut dire assemblée en grec, où ils prennent toutes les décisions, de plus en plus. Et ils peuvent le faire parce qu'ils ont appris, comme je vous le disais tout à l'heure, à se parler. Donc ils ont appris, par exemple, à utiliser la communication non violente. Et donc je racontais hier soir, une des séquences qu'on va certainement garder dans le film, c'est une séquence où, en fait, un enfant met un sujet sur le tapis, une proposition, et ensuite, ils fonctionnent avec la sociocratie, et ils peuvent dire 3 trucs, c'est « je suis OK avec la proposition », j'aurais fait autrement, mais je peux vivre avec, ou j'ai une objection. Et s'ils ont une objection, il faut traiter l'objection. Et donc là, il y en a un qui, parce qu'ils vont tous les mardis après-midi dans la forêt, c'est institutionnalisé comme ça, même quand il pleut beaucoup. D'ailleurs, quand on a été les filmer, il pleuvait beaucoup, mais ils disent il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que du mauvais équipement. Donc ils vont quand même dans la forêt. Et donc, dans la forêt, il se trouve qu'il y a une petite rivière, et donc il y a un des enfants, pendant l'Ecclésia, qui dit moi, j'ai une proposition, je voudrais qu'on construise un pont. Alors, les autres sont là, bon, mais comment ça, tu veux construire un pont ? Oui, parce que les plus petits, ils n'arrivent pas à traverser la rivière, un endroit, donc quand on joue, c'est embêtant. Et là, on voit se déclencher un truc où on aurait dit qu'on était à l'Assemblée nationale. C'était vraiment génial. C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence à dire ah ouais, il était plus grand, il avait 13 ans. Non, moi je veux pas qu'on fasse un pont parce que quand on joue, moi je peux sauter par-dessus la rivière et puis les petits ils peuvent pas, donc ça me donne un avantage. Et donc il y a une autre gamine qui dit comment ça, t'as un avantage ? Mais moi ça me va pas du tout que t'aies un avantage parce que moi je veux vivre dans un monde où on est tous à égalité. Puis il y en a une autre qui dit moi j'ai un problème, j'ai une objection, c'est la sécurité parce que c'est hyper dangereux. Si on met un pont, tout le monde va courir sur le pont et puis on va tomber. Puis il y en a un autre qui dit non, moi j'ai une proposition pour qu'on lève l'objection de la sécurité, c'est qu'on fasse quand même le pont, mais qu'on met une règle où on n'a pas le droit de courir sur le pont. Puis il y en a un autre qui dit ah non, mais moi j'ai une objection parce que quand on court et tout, quand on se court après, si on doit ralentir sur le pont, on peut se faire attraper. Puis il y en a un autre qui dit non, mais t'inquiète pas parce qu'en fait tout le monde va devoir ralentir sur le pont, donc en fait ça va, tu te feras pas rattraper. Ah d'accord. Puis il y en a un troisième qui dit moi j'ai quand même un peu une objection. Ah bon, c'est quoi ton objection toi ? En fait moi l'endroit où vous voulez mettre le pont, c'est un endroit où j'adore aller me reposer comme ça, je trouve que c'est hyper joli. Et il y a une autre petite qui lui dit oh, moi j'ai une proposition, je te propose que tu nous dises où c'est cet endroit et puis comme ça on mettra le pont à un autre endroit, comme ça tu pourrais garder ton endroit joli. Et ils discutent comme ça et au bout de 10 minutes, en fait, ils ont pris la décision, ils vont faire le pont, il y a une règle où tu n'as pas le droit de courir dessus, l'autre il a pu son avantage, on va pas le mettre à l'endroit où ça fait de la peine à machin parce qu'il aime bien son petit truc. Et ils ont fait ça en 10 minutes. Et en fait, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on vit aussi dans les assemblées citoyennes tirées au sort, c'est que quand on met des gens ensemble, en leur donnant des bons outils, en fait, c'est-à-dire que ça paraît rien, ce truc des besoins. Mais en fait, quand on apprend à se parler à partir de cet endroit-là, quand on a aussi des techniques, du savoir-faire pour organiser la parole en collectif, pour pouvoir délibérer. Ce truc des objections, ça paraît rien non plus. Mais c'est très différent d'avoir un consensus, genre, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que moi je sois d'accord, que ça soit d'accord avec mon truc, que de pouvoir dire, en fait, j'aurais pas fait comme ça, mais c'est pas grave, je peux vivre avec. Ok, passons à autre chose. Et en fait, tout ça, ça s'apprend. Et quand les gens apprennent ça, et là c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait ces enfants ils apprennent ça depuis qu'ils ont 6 ans, ils vont hyper vite, ils prennent des décisions qui sont parfois très complexes, ils font en sorte d'aider les autres, c'est-à-dire que même quand il y a un sujet qui est mis sur la table qui concerne un problème avec quelqu'un, en fait le mouvement premier du groupe c'est d'essayer de l'aider, de trouver une solution pour l'aider et pas de l'accuser. Et quand il y a un problème collectif, le mouvement du groupe, c'est toujours de trouver une solution qui va marcher pour le plus grand nombre. Par exemple, ils sont contre
le suffrage majoritaire. Ce que vous allez faire là demain aux élections, enfin dimanche, eux ils sont contre parce qu'ils disent bah non, c'est l'oppression de la majorité sur la minorité. Et quand vous voyez un enfant de 8 ans qui vous dit bah non, bah ça va pas parce que tu vois, s'il y a 51% qui veulent un truc et 49% qui veulent un autre, bah si on fait le truc des 51, il y en a 49 qui sont pas contents. Bah ça va pas ça. Alors tu te dis bah ouais, c'est vrai, ça va pas. et en fait ça s'apprend. Voilà, la démocratie ça s'apprend. Passer de son intérêt personnel et ce truc en fait qui est un peu comme la règle d'or d'Hillel, quoi. La règle d'or d'Hillel, donc du rabbin Hillel, c'est ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Bon bah il y a cette phrase qui dit la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Bah en fait pour pouvoir vivre ces phrases là, il faut des processus. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre comment faire. Et aujourd'hui au XXIe siècle, on a une littérature, des compétences immenses pour arriver à faire ça. Et on continue à ne pas le faire. Et aller voter juste tous les 5 ans et à se dire c'est bon, c'est ça la démocratie, à être sur TikTok, à s'engueuler, à voir des gens s'engueuler sur des plateaux télé. Ça n'a aucun sens. C'est préhistorique. Oui, c'est quand même important d'aller voter dimanche. Hein. Oui. Je dis pas de pas aller voter dimanche. Je dis qu'on pourrait faire mieux. Et Cyril ne dit pas que le pont va exister et qu'on le verra dans le film Démocratie maintenant. Voilà. On a le temps pour 2 questions. Alors, on a 2 questions, super. Bonjour, merci beaucoup pour toutes les interventions. J'ai une question. J'ai l'impression que beaucoup de choses que vous avez mentionnées et présentées relèvent d'une forme de prise de risque, où il faut peut-être laisser l'autre aussi participer à une décision, démocratie, aussi dans le processus créatif, présenter quelque chose qui est pas forcément, dont on n'est pas forcément certain, où il faut prendre un risque. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez récemment ou dans votre carrière pris un risque dont vous êtes particulièrement fier, et si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a un risque que vous aimeriez prendre et que vous n'osez pas encore? Ce serait pas ton frère, ça? C'est ça, je me suis dit là, il y a quand même... Ils avaient des questions particulièrement reloues. Non, elle est super ta question, ouais. Bon, je vais commencer. Mais ma collaboratrice qui travaille avec moi depuis 11 ans maintenant et qui, je pense, est la personne qui me connaît le mieux, dit souvent que j'ai peu d'aversion au risque. En fait, je pense qu'il y a une petite inconscience en moi quelque part qui fait que, voilà, par rapport à d'autres personnes, ce clapet-là n'existe pas ou existe moins fort, etc. Et donc c'est vrai que je me mets beaucoup en danger. Bon, après j'ai quand même un réflexe de survie, hein. Non, mais je vais pas parler de ça maintenant. Mais c'est vrai que la plus grosse prise de risque que j'ai prise récemment, c'est d'écrire et donc de faire un roman qui sort la semaine prochaine. Et je pense que c'est un peu n'importe quoi. Voilà, j'en suis à la fois très fière et en même temps très très stressée. Mais je sais pas, je pense qu'il faut lâcher sur les risques, ou peut-être qu'il le faut pas et que certaines personnes le fassent et que d'autres derrière, parce que moi j'ai la chance de pouvoir prendre des risques parce que j'ai une équipe avec moi, je suis pas toute seule. Et je les remercie encore d'être là parce que très souvent, ils savent gérer ma prise de risque permanente et ils savent remettre aussi un peu d'ordre dans tout ça. Donc je pense que c'est une espèce d'équilibre à trouver avec son entourage et savoir s'entourer des bonnes personnes. Et c'est ce que dit très souvent ma collaboratrice, en fait, qu'elle est là pour aussi recadrer un peu ces prises de risque et mon enthousiasme un peu parfois trop grand. Voilà. Moi, je pense que s'il y avait une prise de risque que je n'ose pas encore prendre, ce serait plutôt de bifurquer et de me déplacer du design industriel et de la production, on va dire, entre guillemets, de séries vers une production peut-être ou plus personnelle ou plus petite. Enfin, en tout cas, trouver un endroit où je me sentirais peut-être plus à l'aise avec l'idée de la production. Mais aujourd'hui, je ne sais pas trop encore comment. Donc voilà. Je réfléchis encore. Je ne sais pas s'il faut appeler ça le risque, mais en tout cas, je suis persuadé qu'on est obligé de se mettre en déséquilibre. Et en fait, je vais enfoncer une porte ouverte, hein, mais c'est ce qu'on fait quand on marche. C'est-à-dire que quand vous êtes comme ça, vous êtes vraiment stable,
Et en fait, vous êtes obligé de vous mettre en déséquilibre pour pouvoir avancer. Et donc, cette démarche-là, pour moi, elle est salutaire. Sinon, on devient sédentaire. Et moi, pour parler de risque, en 2012, j'ai fait un burn-out pour plein de raisons. Et quand j'ai été voir le thérapeute qui m'a accompagné, il m'a dit, mais enfin, de ce que vous me décrivez, vous êtes quelqu'un qui a besoin de créer. Et là, vous êtes en train de gérer. À l'époque, je gérais une ONG, je gérais une collection de bouquins, je gérais un magazine. Et il me disait, en fait, vous pouvez le faire, mais au prix d'une énergie considérable. Et vous allez vous tuer, mon vieux. Enfin, vous n'êtes pas fait pour ça, en fait. Et donc, j'ai pris le risque de démissionner. J'ai lâché 2 CDI pour essayer de retourner vers la création, donc de faire un film, donc qui est devenu Demain. Personne ne voulait faire ce film. J'ai dû emprunter 40 000 € à un ami pour tenir 1 an pour pouvoir le développer. Et voilà. Et donc le risque, c'était que ça ne marche pas et que je me retrouve sans boulot avec 40 000 balles de dette. Et bon, j'ai eu de la chance, ça a marché. Moi, je prends aucun risque. Non, mais c'est vrai, hein. C'est les plus pauvres qui prennent des risques tous les jours. Mais moi, franchement, le risque, non, je prends aucun risque. Moi, je voulais rajouter que, en fait, avec l'exemple de ce qu'on vit à l'atelier Emmaüs en équipe, le risque, il est partout, vraiment. On fait grossir une entreprise sociale de 0 jusqu'à maintenant. On est une équipe de 20, ils sont tous là. C'est extraordinairement difficile et c'est extraordinairement dense en risque, ce qu'on fait. Mais je ne le vois pas du tout comme négatif, puisque immédiatement, j'ai énormément de soutien, l'équipe a énormément de soutien, la structure a énormément de soutien. Et je pense qu'on a tous ces soutiens qui sont incroyables. Voilà, ils sont là, les soutiens. Il y en a aussi beaucoup parmi vous. On a ces soutiens parce qu'on sait aussi en parler de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'un risque pris pour une progression individuelle, une évolution de carrière, vous allez avoir des soutiens de gens qui veulent être dans votre sillage, qui se disent que quand tu seras patron, en fait, moi, je serai ton sous-chef et ça sera bien pour moi. Un risque pris pour l'intérêt général, en se disant, en fait, les courbes atroces que nous a montré Cyril, de réchauffement, de plastique, tout ça, nous, en fait, on vient symboliquement, ou un peu plus que symboliquement, écorner cette dynamique-là. Les risques pris pour des questions sociales, vous l'avez démontré, en fait, tous les deux, personne n'est d'accord avec cette exclusion. Et en fait, nous, à l'atelier Emmaüs, on prend des risques pour que ça n'arrive, alors, pas plus, ça arrive moins. Et donc ça déclenche de la sympathie, pas de la sympathie c'est mignon, mais de la sympathie, en fait je vais vous aider, je vais mettre mes moyens au service de votre cause. Donc la morale c'est qu'il y a risque et risque. Un risque pour l'intérêt général, ça déclenche l'adhésion. Donc c'est plus tellement un risque en fait, c'est un catalyseur collectif. Et il y avait Amandine, ouais. Merci. C'est toujours impressionnant de parler devant tout le monde, mais je me suis lancée, j'ai plongé. Déjà, je ressens beaucoup de gratitude d'être là, d'avoir la chance d'être là, et je voulais vous remercier pour vos présences et vos partages. Et ensuite, je voulais vous poser une question qui me touche particulièrement et qui m'a touchée ces 5 dernières années que j'ai traversées. C'est comment cultivez-vous votre confiance en vous-même et donc par vase communicant, la foi que vous avez, la confiance que vous portez en l'humanité. Et donc, qui vous guide dans vos actions, évidemment. Les antidépresseurs. Chocolat. Moi, c'est cette phrase. Tout homme porte en lui une valeur fondamentale et inaliénable qui fait sa dignité d'homme. Et c'est de me dire que, franchement, voilà, tout homme, toute femme vaut la peine qu'on avance ensemble, qu'on fasse des choses ensemble, et c'est ça qui me fait lever chaque matin. Moi, encore une fois, je suis pas seule. C'est vrai que j'ai une équipe qui me porte aussi et qui me renvoie à un désir fort d'avancer.
je pense c'est un peu comme une traversée. La confiance en soi, c'est quand même... faut bosser, quoi. Hein. Enfin, faut mettre de la terre, du terreau, de l'engrais, du machin. Faut accepter le soleil, faut se prendre des ondées. Enfin, voilà, c'est... On a toujours tendance à penser que les gens qui réussissent, sont visibles, assurent, Dieu sait qu'on peut assurer, quoi, sont toujours un peu inébranlables. La vérité, c'est qu'il faut gérer, en fait, ces ébranlements, et on a les mêmes que tout le monde, ça va de soi. Mais il y a peut-être une petite nappe phréatique de joie qui émerge, voilà, et qui est là un peu en permanence, et on a cette chance où on est aidé, on n'est pas seul en fait aussi là-dedans, et c'est l'équiper. Moi, je trouve qu'on a tellement de chance de travailler avec des gens, comme tu disais aussi. On génère de l'enthousiasme, et c'est cet enthousiasme qui nous porte, et quand on est plus faible, il y a l'autre qui est en miroir et qui fait « Allez, vas-y, on y va, on est derrière », et qui sait aussi accepter qu'on n'ait pas envie d'y aller, que parfois on a juste envie de rester chez soi et de ne pas venir prendre un risque à parler. Je veux dire, je pense qu'on s'en parlait hier, on était toutes flippées, on n'a pas parlé avec toi, pardon, mais de venir, et puis tout à coup je dis alors qu'est-ce qui commence? Elle me dit mais c'est toi. Je fais ok. À quel moment? Mais en fait on est toutes super flippées en fait. Je veux dire, on a l'impression qu'on est là, qu'on a fait ça toute notre vie, etc. C'est pas vrai. Il faut pas penser que c'est aussi simple et aussi facile. La confiance en soi, c'est un putain de projet, quoi. Et puis peut-être que de pas avoir confiance en soi aussi, ça fait avancer. Et moi, je crois aussi beaucoup à ça, en fait. Moi, les moments où j'ai le plus avancé, c'est les moments où je doutais. Et je me méfie vraiment terriblement du moment où je vais m'embourgeoiser intellectuellement, où je me dirais, ouais, en fait, c'est bien ce que je fais et tout. Voilà. Enfin, putain, non, c'est pas bien, en fait. Ça peut être mieux, et puis si c'est pas mieux, c'est autrement, et puis... Et voilà, quoi. Mais c'est ce que j'appelais se tresser avec les autres. Ouais, c'est une plante fragile qu'il faut tenter de faire avancer. Voilà. Je te laisserai le mot de la fin, Cyril, juste après ma réponse. Non, mais vas-y. Ah, pardon, j'ai même pas. Non, en fait, on a beaucoup parlé de fragilité. J'aime bien la transition que Constance fait entre les fragilités qui ont été sur la présentation, la fragilité de l'arbre dans l'eau, la fragilité du climat, de la biodiversité, et nos fragilités à nous. Et en fait, je pense que c'est important dans la méthode, puisque la question d'Amandine, c'est une question de méthode et d'outils. On ne peut pas imaginer qu'on peut consacrer... Enfin, moi, je vais parler pour moi. Je consacre ma vie professionnelle à traiter des fragilités de système de façon... Voilà, je traite des fragilités de façon professionnelle et sérieuse. Je ne peux pas imaginer le faire sans traiter mes propres fragilités de façon professionnelle et sérieuse. Donc là, il y a des outils. Je suis accompagné. C'est pas tout seul, en s'endormant, à se dire « Tiens, c'est quoi mes fragilités ?» Il y a des outils, il y a des formations, il y a des soignants ou des professionnels qui savent faire des effets miroirs, qui savent faire cheminer et effectivement faire résonner les fragilités qu'on traite de façon dans nos actions, et les fragilités qu'on a à l'intérieur, qui, si elles résonnent bien entre elles, en fait, se répondent. Et c'est pas un problème, en fait, la fragilité. C'est même un problème de ne pas la regarder. Et là, on revient à la question des hommes. Qui t'ont beaucoup donné confiance en toi dans ta vie. Moi, je dirais que je trouve du carburant dans la relation et dans l'amour, de façon générale, au sens large du terme. Moi, là encore, je vais enfoncer une énorme porte ouverte, mais c'est vrai que ce qui est très joli et attendrissant et parfois un peu triste, c'est que chaque être humain aurait besoin, aspire à une forme d'amour inconditionnel, à ce qu'il y ait quelqu'un qui lui dise je suis là, ne t'inquiète pas, je ne te jugerai pas, tout ira bien. Et en fait, sur ce terreau-là, il y a un truc qui... On va pleurer, là. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est ce que sont censés te donner tes parents, tes amis, tes proches. Et ce truc-là donne de la force. Et dans une forme de réciprocité.
C'est-à-dire que souvent, on a confiance parce que des gens nous font confiance ou nous ont fait confiance. Et souvent, le fait de nous-mêmes faire confiance à des gens les conduit à nous faire confiance. Et c'est un truc qui se nourrit. Et de la même façon, comment garder confiance dans le genre humain, qui est franchement parfois... et là encore, c'est quelques humains qui entraînent des milliers et des millions d'autres dans des trajectoires atroces. Mais moi, c'est vrai que ce qui me donne de l'énergie, c'est de rencontrer des gens super qui font des trucs super. Et il y en a plein partout. Et en fait, c'est vrai que si on se donne la peine de regarder, l'immense majorité des gens fait quelque chose chaque jour pour tenir, c'est ce que dit Bobin quand il dit, ils tiennent le tissu du monde, la toile du monde, par tous ces petits gestes de solidarité, d'attention. Et puis il y en a qui sont encore plus formidables que d'autres. Mais c'est donc aussi accepter de regarder ça plutôt que de regarder tout le temps ce qui dysfonctionne ou ce qui va mal ou ce qui nous met en colère. Un tonnerre d'applaudissements pour nos invités.